Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, tout, vous saurez tout sur la vie sexuelle des jeunes grâce à Marie Bergström. Elle est l'invitée du Grand Oral. Dans l'Anti-Sèche, toute cette semaine, on réveille notre culture générale autour des libertés fondamentales. Question du jour. Qui a dit « Il faut que la puissance publique se borne à régler l'instruction en abandonnant aux familles le reste de l'éducation ?» Fin de citation. Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Nathalie Wolf. Et puis enfin, comme tous les vendredis, notre rendez-vous avec Célie Luton. Nous pousserons les portes de sa librairie pour des conseils de lecture toujours avisés pour les enfants et les ados. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti. Grand Oral. Marie Bergström, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes sociologue à l'Institut national d'études démographiques, l'INED, et vous avez dirigé une somme absolument unique qui fera date, elle fait déjà date, un ouvrage intitulé « La sexualité qui vient », sous-titre « Jeunesse et relations intimes après MeToo ». Il vient de sortir aux éditions La Découverte. Alors dans cette émission, on va essayer de ne pas faire que ça, mais on va quand même citer quelques chiffres. Vous êtes démographe, c'est une étude démographique. Ces chiffres, ils viennent d'une étude tout à fait exceptionnelle réalisée auprès de plus de 10 000 jeunes adultes de 18 à 21 ans. Ça n'avait jamais été fait, pour le dire vite. Non, il n'y a jamais eu d'enquête nationale en France sur les jeunes adultes. Donc nous, on a interrogé les 18-29 ans. Donc c'est la toute première fois qu'on peut approfondir ce sujet de leur vie intime et sexuelle. Donc à cet âge finalement très particulier qui est l'entrée dans la vie adulte. Et vous leur avez posé des dizaines de questions. Ça devait être un questionnaire qui prenait assez longtemps à administrer. Oui, c'était tout à fait conséquent comme questionnaire. C'est un questionnaire téléphonique qui a été réalisé en 2023, donc auprès de plus de 10 000 personnes, comme vous l'avez dit. Et la passation dure à peu près 40 minutes. Voilà. C'était un échange assez va au fond des choses. Ouais. Un mot aussi sur votre approche, elle est originale. Vous abordez le sujet par le prisme des relations et vous expliquez que c'est inhabituel. Donc d'abord, c'est quoi le prisme des relations? Pourquoi c'est inhabituel? C'est inhabituel si on regarde les enquêtes qui ont été conduites en France sur des sujets de l'intimité. Donc c'est notamment les enquêtes sur la sexualité. Il y en a plusieurs en France sur les comportements sexuels des Français. Et là, on va avoir une approche qui est très centrée sur l'acte sexuel. Quelles sont les pratiques qu'on va avoir avec ses partenaires? Nous, c'était une problématique qui nous a intéressés, mais on a voulu quelque part dézoomer, prendre un angle un peu plus large et on a donc interrogé la sexualité par les relations intimes. Donc ça veut dire quelles sont les personnes avec qui nous nouons des relations érotiques et sexuelles et quelles sont les pratiques qu'on a avec ces personnes, mais aussi les sentiments, aussi d'autres pratiques, la sociabilité, qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes. Donc finalement, plutôt que d'interroger la sexualité par le comportement, par la pratique, on l'interroge par les relations sociales finalement qui organisent la sexualité. Ce qui veut dire, et on le voit dans le bouquin, qu'il est aussi parfois question de sentiments, de type de relations et pas uniquement effectivement de pratiques sexuelles. S'intéresser à la jeunesse en particulier, ça apprend aussi des choses sur la sexualité des moins jeunes, mais vous dites que la jeunesse c'est un laboratoire, c'est le laboratoire de la sexualité. Oui, et ça a sans doute toujours été le cas, c'est-à-dire que c'est dans la jeunesse qu'on voit émerger de nouvelles normes sexuelles, de nouvelles formes relationnelles. C'était le cas avant, c'est encore le cas aujourd'hui. Mais on s'intéresse aussi à ces jeunes de 18-29 ans en ce moment parce que c'est un âge particulier, mais c'est aussi une génération particulière. C'est une jeunesse qui fait les choses un peu différemment des générations plus âgées. Et c'est notamment lié au fait que la jeunesse s'est allongée. On reste... oui, d'où le 18-29 ans. Voilà, pas souvent on dit 25-26. Mais... Non, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir un emploi stable plus tard, on va former un couple cohabitant plus tard, on va avoir une vie de famille plus tard. Et tout ça fait que finalement la vingtaine est devenue une période d'expérimentation, alors sexuelle mais aussi relationnelle, avec notamment de nouveaux type de relations qui n'existaient pas forcément par le passé. Et l'étude vraiment creuse cette question de cette expérimentation et ce que les jeunes vivent pendant cette période de la vingtaine. Jusqu'à votre étude, on était un peu pris entre deux discours sur lesquels vous revenez dès l'introduction d'ailleurs, à propos de la sexualité des jeunes. D'un côté, on leur reproche une hypersexualité ou une hypersexualisation. Et d'un autre côté, des gens qui disent non, il y a une récession sexuelle, ils ne veulent plus faire ci, ils ne veulent plus faire ça, il faut, etc. Vous dites qu'en fait, c'est un paradoxe qui n'est qu'apparent. Oui, ces deux discours ne captent pas du tout la réalité. C'est vraiment une des grandes ambitions de cet ouvrage, qui est un ouvrage collectif. L'idée était de donner à voir quelles sont les pratiques des jeunes, mais aussi des clés de lecture. Parce qu'aujourd'hui, on entend en effet un peu tout et n'importe quoi. Et je pense que c'est une vraie difficulté à comprendre les transformations. Donc on essaye de plaquer des modèles du passé sur des pratiques Noël et ça ne marche pas. Donc pour revenir à votre question, effectivement, d'un côté, on a dit que c'était
une hypersexualité, avec l'idée que les jeunes aujourd'hui ne seraient plus en couple, ne sauraient pas s'engager, ne voudraient pas s'engager. C'est finalement la mort de l'amour qu'on nous annonce. C'est pas du tout le cas. Le couple est bien présent chez les jeunes. C'est un idéal de vie qui est très fort. C'est une expérience courante. Dès les jeunes âges. D'ailleurs, on avait accueilli Isabelle Claire ici sur ce plateau il y a quelques mois. Elle le raconte aussi. Enfin voilà, on s'en rend bien compte. Et nous, donc, par rapport à Isabelle Claire, on interroge les jeunes à un âge un peu plus élevé et on voit que vraiment là, le couple est la forme relationnelle dominante. On a interrogé ces jeunes adultes sur les relations vécues dans l'année, donc dans les 12 derniers mois, et c'est 2/3 des jeunes qui disent avoir été en couple. Donc pas de rejet de l'engagement, pas de rejet de la conjugalité. Et en même temps, on a pu dire que c'était une récession sexuelle, que la sexualité c'est en berne, qu'il y aurait moins d'activités sexuelles dans la jeunesse. C'est pas non plus vrai. On constate finalement que le nombre de partenaires sexuels a fortement augmenté chez les jeunes en moins de 20 ans. C'est pour ça qu'on a cette diversité relationnelle. Et cette tension. Alors, dans les faits marquants que vous mettez en lumière, le fait que les femmes sont les actrices majeures des évolutions de la sexualité. Oui, parce qu'aujourd'hui, on constate que les jeunes femmes accèdent à l'expérimentation sexuelle plus que par le passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est attendu même pour les garçons, mais pas seulement, aussi pour les filles, parce qu'elles expérimentent, qu'elles vivent des choses diverses, qu'elles ont des relations sans lendemain, par exemple. Alors, ça, c'est pas, on va dire, les femmes ont aussi eu de la sexualité sans lendemain avant, mais disons qu'aujourd'hui, c'est plus faisable, c'est plus décible. On a une vraie évolution des normes de ce point de vue-là, et c'est pour ça qu'on voit cette diversité relationnelle, cette expérimentation, c'est qu'aujourd'hui, les femmes peuvent plus facilement que par le passé. Sont plus libres d'une certaine façon. Oui. Il y a quand même des effets alors pas seulement de MeToo pour le coup, mais d'avant, des différentes vagues féministes. Avec un autre fait marquant de votre enquête qui est que l'hétérosexualité perd du terrain chez les jeunes. Elle reste largement majoritaire, les chiffres sont même assez écrasants, mais elle perd du terrain. Elle perd du terrain parce que ça, c'est un des résultats majeurs de cette étude. Elle montre une augmentation très forte des minorités sexuelles, donc des personnes qui se définissent comme homosexuelles, bisexuelles, mais aussi de nouvelles identifications comme pansexuelles. Donc je vous avoue que j'avais du mal à faire la différence avec... ça ressemble à la bisexualité. Avec bisexuel, voilà. Ça ressemble à la bisexualité, mais là où les personnes qui se disent bisexuels vont dire avoir un désir, une attirance pour les deux sexes, les personnes pansexuelles vont finalement ne pas appliquer la grille de lecture de genre pour parler de leur désir. Donc, ils ont du désir pour autrui, un autre être, peu importe sans parler de... C'est une position presque politique de se dire pansexuel par rapport à bisexuel. Tout à fait, c'est souvent une position politique, ça va souvent de pair avec une critique de la binarité de genre. 86% néanmoins des jeunes déclarent se reconnaître dans l'hétérosexualité, donc c'est juste quand même pour reposer, même si ça diminue, ça reste majoritaire. Ce qui en revanche bouge pas mal et ce qui recule, c'est aussi l'âge du premier mariage. 35 ans pour les femmes, 36,6 pour les hommes. Oui, donc ça, c'est quand même de ce report finalement des étapes que traditionnellement on a associées au passage de la vie adulte. Et c'est pas que le mariage qui recule, c'est aussi l'âge auquel on va habiter en couple pour la première fois. Et vous dites que c'est pas la norme être en couple parmi les 18-29, c'est 50-50 en fait. Alors, disons que c'est... alors, nous, on dit deux choses. Ça peut paraître contradictoire, ça ne l'est pas. On dit d'un côté que le couple a été reporté, on le dit, il y a des âges plus élevés. Ça, c'est vrai pour le couple cohabitant. Le couple, on vit sous un même toit, on a potentiellement des projets d'avenir, des projets familiaux. Ça va intervenir plus tard que par le passé. Mais les jeunes, avant d'entrer dans la conjugalité cohabitante, vont avoir des relations qu'ils ou elles définissent comme des couples, mais c'est des couples c'est le couple vécu. C'est des couples vécus, c'est des couples très investis émotionnellement, c'est des couples qui durent un certain temps. Mais pour les jeunes, ce sont quand même
des relations de couple. Donc on voit là quand même un idéal de l'amour, de la vie à deux qui persiste fortement, seulement ça prend des formes un peu nouvelles. Avec des âges un petit peu différents. Marie Bergström, qui est sociologue à l'INED, l'Institut national d'études démographiques, et qui a dirigé cet imposant la sexualité qui vient, jeunesse et relations intimes après MeToo. Ouvrage à la fois passionnant et extrêmement instructif, paru à la Découverte. Je vous montre juste, regardez, j'ouvre au pif. Hein, d'accord, regardez. Il y a des schémas, il y a tout ça, mais c'est extrêmement, voilà, vous regardez, c'est vivant, on vous aide à la lecture. Donc si vous devez lire un bouquin de démographe cette année, c'est celui-là, parce qu'il est absolument passionnant et qu'il est extrêmement agréable à lire. Marie, on se retrouve juste après l'Anti-Sèche. On va tester notre culture générale. Liberté fondamentale toute cette semaine dans l'Anti-Sèche. On ne pouvait pas rater le sujet de l'éducation, on est sur School TV quand même. Et le dernier rendez-vous de la semaine avec Nathalie Wolf. Nathalie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Grâce à vous, on a considérablement enrichi notre culture générale autour des libertés fondamentales toute cette semaine. Si on veut aller encore plus loin, on lit Ceux des hommes, des femmes, nos libertés que vous avez écrit avec Laura Elmaquier qui est sorti chez Dalloz. Belles illustrations en plus d'Elsa Auriol et de Pancho. Belle préface aussi de Dominique Simoneau. Alors notre question du jour, on l'a gardée pour la fin, on aurait pu la prendre au début. Last but not least, comme on dit en bon français, qui a dit « Il faut que la puissance publique se borne à régler l'instruction en abandonnant aux familles le reste de l'éducation ». Cette phrase, elle est de Nicolas de Condorcet. Voilà, figure éminente des Lumières. Des Lumières, exactement, éminente, mathématicien, député, dernier des encyclopédistes. C'est un homme qu'on connaît pas très bien, qui est resté un peu oublié, et pourtant ses amis l'appelaient le Condor, figurez-vous, comme le grand oiseau avec ses ailes puissantes, symbole de force et de liberté. Condorcet, auteur notamment de 5 mémoires sur l'instruction publique. On est en 1792, qui forme le socle de ce que seront les lois Ferry quasiment un siècle plus tard. Indépendance vis-à-vis de la religion, gratuité, obligation et ça c'est très important aussi, école pour tous, c'est-à-dire pour toutes. Exactement. Et c'est très précurseur. En effet, Condorcet va faire deux choses très importantes. D'abord, il va dire que les femmes doivent avoir le droit de vote. Droit de vote pour les femmes, le droit de citer. Et ils sont très peu nombreux, les hommes de la Révolution, à avoir proposé le droit de vote des femmes. C'est ce que dit Elisabeth Badinter dans un magnifique livre. On peut les compter sur les doigts de la main. Elles ont leurs règles, elles ont leur grossesse, donc elles ne peuvent pas voter. Et surtout, elles n'ont pas le droit à l'éducation. Et donc, Condorcet va mettre l'accent sur l'éducation des filles. Et il considère il imagine même, c'est complètement fou pour l'époque, des écoles mixtes. C'est-à-dire des écoles où les garçons et les filles sont dans les mêmes classes. Il faudra attendre 1968 pour que ça se réalise. Donc il est très très précurseur en la matière. C'est vraiment, alors le mot est anachronique, mais c'est un féministe avant l'heure. Un féministe avant l'heure. On l'a vu avec Condorcet, le sujet éducatif est sur la table dès la Révolution. Alors il y a une autre phrase célèbre que vous citez aussi de Danton, après le pain, l'éducation est le premier besoin d'un peuple. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui on est passé du droit à l'éducation au défi de l'inclusion, écrivez-vous, et voilà, les choses glissent. Oui, absolument. Alors, cette idée d'inclusion, elle est déjà présente chez Condorcet, on vient de le dire. Mais effectivement, on a bien sûr on a tous accès à l'instruction, à l'éducation. On dit aujourd'hui une école qui est égalitaire. C'est d'ailleurs la première des priorités, le service public de l'éducation nationale. Et pourtant, encore des inégalités, encore une école qui pourrait être plus inclusive. On peut, parmi plusieurs exemples, penser à la question du handicap, très difficile pour les familles d'enfants handicapés. Ici, pour plein de raisons, c'est difficile. Voilà, on a bien sûr cette loi très importante de 2005 qui a permis de faire avancer les choses, mais il y a encore beaucoup de travail en matière de harcèlement également pour mieux inclure les enfants qui subissent ces difficultés liées au harcèlement. Donc on a encore beaucoup à faire pour améliorer ce magnifique service public. Et moi j'avais une question à la juriste que vous êtes, qui est que quand on regarde les lois Ferry par exemple, en fait elles sont extraordinairement courtes, hyper opérationnelles, je cite de mémoire, mais par exemple pour créer les écoles normales, il dit il y aura une école normale par département, point. Aujourd'hui, on fait des textes de loi, les lois sur l'éducation, c'est des doctorats de philo, enfin j'exagère à peine. C'est plus très normatif, et résultat, on a des textes, par exemple, il y a l'article L111.1 du Code de l'éducation qui dispose que le droit à l'éducation permet à chacun de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle. Bon, ne serait-ce qu'en raison de personnes qui ne peuvent pas physiquement le faire, on sait bien que ce n'est pas applicable. Donc, ça sert de faire des lois dans ce domaine ? Alors, on a quand même besoin de lois comme ça, très, très générales et cadres, qui posent les grands principes. La loi que vous venez de citer, c'est une loi qui
qui pose les grands principes et qui nous donne les objectifs de ce qu'est l'éducation. L'éducation est là pour former, pour le développement personnel, vous l'avez dit, et puis aussi pour s'insérer dans la vie sociale. Mais en effet, on se rend quand même bien compte, et on l'a un peu dit déjà quand on a parlé de la question du droit qui est indéchiffrable dans une autre de nos émissions, on se retrouve, et c'est ça aussi la difficulté, face à des textes finalement qui s'emboîtent, on fait de la réforme à droit constant, on cumule les réformes et on manque de vision globale, de sens qu'on veut donner au droit, aux lois, et qui mériterait plus d'approfondissement et de réflexion. Et pas seulement peut-être sur des questions d'éducation. Absolument. Et bien, ce sera la morale de l'histoire et la morale de la semaine. Merci beaucoup, Nathalie, de nous avoir accompagnés. Vous signez avec Laurel Maki Des hommes, des femmes, nos libertés. C'est chez Dalloz. Super illustrations, super préface de Dominique Simoneau. Il y avait aussi, on en avait parlé lundi dernier, vos ouvrages sur Kafka, dont vous recommandez vivement la lecture, et dont La justice selon Kafka. La justice selon Kafka, et puis j'ajoute chez Dalloz. Et puis un petit folio pas cher. J'ajoute un petit folio sur Condorcet que j'aime particulièrement, qui s'appelle Conseil à sa fille, dans lequel Condorcet va donner des conseils pour sa fille Elisa, qui a 5 ans, et qui, je crois, peut être lu par tous les pères à leurs filles, ou que les pères les donnent à lire à leurs filles, pour que les filles gagnent confiance en elles et s'auto-censurent moins, fassent plus partie des disciplines comme les mathématiques ou la physique, où on ne les voit pas assez. Un texte absolument magnifique qu'il écrit à la fin de sa vie. Voilà. Merci pour ce super conseil de lecture, Nathalie Wolf. Et merci de nous avoir accompagnés toute cette semaine. L'émission continue, bien évidemment, Grand Oral, la suite. Marie Bergström, un des chiffres qui alimente le discours sur la récession sexuelle qu'on a mentionné en début d'émission, c'est quand même celui de l'âge du premier rapport. Et là, vous confirmez un renversement de tendance, tout en précisant, on ne sait pas si ça va se confirmer. En gros, on a un premier rapport sexuel un peu plus tard que dans les générations précédentes. Oui, c'est vrai. Si on regarde le temps long, on voit qu'on a eu au cours de la deuxième moitié du XXe siècle un baisse continue de l'âge médian d'entrée dans la sexualité. Donc depuis les générations nées dans les années 40 jusqu'aux générations nées au milieu des années 90, cet âge avait tendance à baisser, alors très lentement mais progressivement. Et aussi, on voyait là un rapprochement entre les sexes. On a ensuite quelque chose qui va changer, et c'est en fait deux choses. D'abord, on a un léger inversement de tendance. Donc, les générations nées après 97, on rentre dans la sexualité un tout petit peu plus tardivement que les autres. On parle de quelques mois. Donc là, c'est effectivement quelque chose, il faudra voir, est-ce que c'est en parenthèse, est-ce que ça va continuer à augmenter, est-ce que ça va être un plateau, on ne le sait pas, mais on a cet inversement. Et ensuite, on a quelque chose qui est beaucoup plus spécifique et beaucoup plus conjoncturel, et c'est la Covid. C'est-à-dire que la génération qui a eu 18 ans au moment des confinements, donc 2020, 2021. Ça a retardé l'entrée dans la sexualité. Donc là, c'est peut-être un effet très conjoncturel. Là, disons que pour cette génération-là, on a vu un retour à la tendance initiale. Donc on a deux choses, cette petite hausse qu'on suit maintenant de près, et ensuite pour une génération très très précise, ou une cohorte très précise, un report lié au fait qu'on était limité des mouvements finalement. Sujet qu'on aborde régulièrement sur ce plateau, que vous avez abordé, les questionnements des jeunes sur leur féminité ou sur leur masculinité. Là, on va rentrer un peu dans les clivages que vous faites ressortir dans l'étude, parce qu'on dit la jeunesse, mais on répète souvent ici aussi qu'il faut plutôt parler des jeunesses. Et là, le rapport à la féminité ou à la masculinité est très clivé socialement. Oui, ça fait partie des choses. Donc nous, on étudie les 18-29 ans, donc ça veut dire qu'on va vraiment creuser ces différentes jeunesses au pluriel. Il y a des différences de point de vue social, il y a des différences de genre, voilà. Et donc c'est clivé, le genre c'est clivé. C'est d'abord clivé et clivant pour les deux sexes. Donc les femmes et les hommes ne vont pas se positionner par rapport à la féminité, la masculinité. 34%, pardon, je donne le chiffre pour les jeunes des classes supérieures, 18% pour les jeunes des classes populaires. Oui. Ça fait quand même quasiment du simple au double. Oui, c'est ça. Donc c'est le fait de dire, c'est déjà questionner sur sa féminité ou sa masculinité. Il y a sans doute beaucoup de choses qui expliquent ces différences. Je pense qu'aujourd'hui, il y a, comme on disait tout à l'heure, finalement une critique de la binarité de genre. Il y a le mouvement MeToo qui est passé par là. Il y a une forme de réflexivité des jeunes par rapport à ces questions-là. Mais disons que ces normes d'interrogation, de remise en cause, de déconstruction, comme on dit parfois, ce n'est pas forcément dans tous les milieux sociaux, pas forcément dans les mêmes degrés. Et un des résultats fondamentaux, c'est aussi que ce questionnement est beaucoup plus prononcé, voilà, notamment
notamment dans les femmes. Chez les filles, voilà. J'allais souligner ce deuxième clivage, notamment sur la fluidité de genre. Clivage cette fois plutôt garçon-fille qu'entre les différentes classes sociales. Vous revenez aussi régulièrement dans le livre sur le lien entre religion et rapport à la sexualité. Et là, il y a aussi des véritables clivages. Alors non seulement, on s'en serait douté, entre les croyants pratiquants et les non-croyants, mais au sein des religions, entre le catholicisme et l'islam, par exemple, avec des différences de chiffres assez importantes. Oui, disons que ce qui va vraiment être le clivage le plus important, ça va être entre les jeunes qui se déclarent sans religion. Un des résultats qu'il faut souligner, que cette part de jeunes sans religion est en forte augmentation. Donc c'est une large majorité. Ce groupe-là va être relativement différent sur un certain nombre de points, avec des jeunes qui se disent, se revendiquent d'une religion. Et finalement, des personnes qui se disent catholiques ou musulmanes, par exemple, vont avoir beaucoup plus en commun que ces jeunes qui sont sans religion. Ensuite, on voit aussi des différences, effectivement, au sein des groupes des jeunes. Et là, il faut vraiment aussi intégrer la perspective de genre, parce que c'est souvent chez les femmes. Grosse pression, pour tout dire. Alors, pression ou pas, d'ailleurs, on fait ce qu'on veut de son corps, on fait ce qu'on veut de sa sexualité, mais en tout cas, des réponses souvent en retrait des jeunes femmes musulmanes. Disons que c'est au sein du groupe des femmes qu'on va avoir des clivages assez forts en termes de religion. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on pense, quelles sont les représentations. Et je pense que ce que ça dit avant tout, c'est que sur les questions de genre, de sexualité, les femmes, c'est toujours un groupe où on va contrôler leurs mouvements, on va contrôler les pratiques, on va s'inquiéter. Et on voit donc des différences, et ça peut se traduire par des choses un peu différentes dans différents groupes. Et notamment, on voit qu'il y a aujourd'hui une diversité de normes sexuelles. D'un côté, il faut expérimenter. De l'autre côté, il ne faut pas le faire trop. Et on voit donc ces tensions normatives. Et elles sont les femmes particulièrement prises dans cette tension. Voilà, au sein du groupe des femmes. Autre sujet incandescent, j'ai 1000 questions à vous poser. C'est pour ça que je vous presse un tout petit peu, mais le bouquin est passionnant. Là encore, c'est un sujet dont on parle régulièrement ici, le porno. Vous confirmez que la consommation est importante, notamment chez les hommes. Pour autant, et alors vous donnez des chiffres, c'est loin d'être la principale source d'information des jeunes sur la sexualité. Quand on dit qu'ils apprennent tout dans le porno, c'est faux. Alors, je pense que ce que les jeunes nous avons dit, finalement, c'est qu'il faut relativiser le porno comme source d'information. Parce que finalement, les jeunes nous ont dit deux choses. D'un côté, qu'en fait, ils et elles consomment de la pornographie. C'est plus vrai pour les hommes que pour les femmes. Les hommes sont 2 fois plus nombreux à consommer de la pornographie que les femmes. Donc, c'est une pratique qui est là. En même temps, lorsqu'on leur a demandé, mais alors, est-ce que c'est une source d'information? On voit que les sources citées en premier lieu et tout principalement, ce sont les partenaires, les amis, mais aussi les réseaux sociaux et la télé. Et le porno va arriver après. Et donc, je pense que ce qu'il faut entendre par là, c'est que les gens disent oui, on regarde cela, oui, c'est une consommation qu'on a, mais il et elle relativisent un tout petit peu le porno comme source d'information. Et voilà, c'est pas que dans ces films qu'ils apprennent sur la sexualité. Les amis, les partenaires, les films, les séries, les réseaux sociaux qui arrivent tous avant le porno. Si on s'arrête 2 secondes sur le numérique, en règle générale, il est évidemment très important, mais surtout pour les minorités sexuelles. Ça se voit particulièrement autour de l'usage des applications de rencontre. 47% des couples d'hommes se sont formés via une appli de rencontre et le chiffre monte à 74% pour les relations non conjugales entre hommes. Oui. Donc là, il y a vraiment une bulle et un changement de comportement qui a été permis par la technique. Oui, tout à fait. Les applications sont très importantes, mais effectivement pour les minorités sexuelles plus que pour d'autres groupes. Et on voit que finalement, les jeunes se rencontrent beaucoup par les amis, mais c'est moins vrai pour les jeunes qui s'identifient comme homosexuels ou comme bisexuels. Donc ça veut dire finalement que le numérique vient, on va dire, pallier quelque part une difficulté à faire des rencontres dans la sociabilité ordinaire. Et on voit aussi que les minorités citent beaucoup plus le numérique comme source d'information sur la sexualité. Parce qu'on en parle moins, il continue à y avoir des effets de tabou, des effets de regard d'autrui. Néanmoins, y compris quand les rencontres se font dans des lieux de rencontre, les rencontres physiques, et c'est un autre clivage social cette fois. Pour les classes supérieures, on se rencontre en gros à la fac, ou bien les fêtes entre copains, ou des endroits un peu réservés, alors que dans les milieux populaires, c'est dans des lieux ouverts, dites-vous, aux tout venants. Là aussi, il y a quand même des façons, une sociabilité très différente, une façon de se lier très différente. Oui, et ça, c'est une tendance vraiment de longue date. C'est vraiment quelque chose qu'on constate pour les jeunes d'aujourd'hui, mais aussi par le passé. On ne se rencontre pas n'importe où, et les différents groupes sociaux ont des lieux de rencontre différents. Et c'est notamment ça qui explique que ceux qui se ressemblent s'assemblent. C'est pas uniquement parce qu'on a des préférences par des personnes qui sont socialement proches, similaires, c'est aussi qu'on a tout simplement une plus grande probabilité de rencontre avec des gens qui sont du même milieu que nous. Et par exemple, la fac est un de ces lieux qui réunissent des personnes
jeunes potentiellement avec des origines sociales qui se ressemblent. Surtout en France. Et surtout en France. Et donc, on voit que c'est un lieu qui est important, mais pour certaines jeunes, évidemment. Marie Bergström, dans les points que vous soulignez en conclusion, il y a le fait que les jeunes n'ont jamais aussi peu cru en une différence naturelle entre les sexes. Donc on assiste à quoi finalement? C'est un peu le triomphe de Simone de Beauvoir et de son fameux « on n'est pas femme, on le devient », qu'on peut donner aussi pour les hommes d'ailleurs. Oui, on a posé cette question à savoir si les jeunes pensaient que les hommes avaient des besoins sexuels plus importants que les femmes, et ce par nature. Et c'est une question qu'on a posée dans d'autres enquêtes par le passé, et il y a 20 ans, c'était un avis qui était majoritaire. Une majorité de gens disaient, ben oui, je pense que les hommes ont des besoins sexuels supérieurs aux femmes par la nature. Aujourd'hui, c'est une minorité de jeunes qui croient. Donc on voit là qu'effectivement, il y a les attitudes qui ont bougé, sans doute parce que le féminisme s'est diffusé, il y a cette réflexion sur le genre, mais il faut dire aussi, comme je disais, le nombre de partenaires a augmenté, donc c'est peut-être aussi un savoir pratique, on peut dire. Qui s'est diffusé sous la direction de Marie Bergström, que je remercie vivement de nous avoir rendu visite sur le plateau de la quotidienne de School TV. La sexualité qui vient, jeunesse et relations intimes après MeToo, c'est aux éditions La Découverte, un ouvrage absolument passionnant qui fera date. Vous allez voir que dans les années qui vont venir, tout le monde va reprendre des chiffres et des données et des analyses issues de ce travail. Marie, merci beaucoup. Merci. On va pousser les portes d'une autre librairie. Je doute qu'on y trouve la sexualité qui vient parce qu'ils sont un petit peu plus jeunes. C'est la librairie des enfants, celle que tient Célie Luton tous les vendredis sur School TV. Et comme tous les vendredis, notre rendez-vous avec Célie Luton. Célie, bonjour. Bonjour. Mais déjà d'une humeur absolument joyeuse, avec une super sélection de bouquins pour les enfants et les ados. Et on commence avec Interdit de manger des livres de Carly Sorosiak et Manu Montoya. C'est chez Albin Michel Jeunesse. J'adore. Ok, super, au revoir. Bon, c'est quand même l'histoire d'un libraire, là, vous êtes... oui, c'est ça. Il y a une petite mise en abîme, comme on dit. Exactement, c'est très réaliste parce que Léopold, il est comme beaucoup de libraires, nous avons la vocation, nous aimons les livres, oui d'accord, c'est très bien, mais nous avons envie de donner le bon livre au bon lecteur au moment opportun. Sauf que Léopold, tous ses clients sont des humains, et un jour, oh chouette, un autre book, un comme moi. Et là, celui-ci, il dévore tous les livres, au sens propre du terme, au sens premier. Et il lui dit non, arrête, les livres, c'est pas comme ça qu'on doit les dévorer. Et le problème, c'est qu'il y a un deuxième book qui arrive. Exactement. Parce qu'il va être comme il va essayer de communiquer sa passion. On sent que c'est votre cauchemar. Un petit peu, mais vous c'est y mettez un cauchemar vécu, mais c'est pas grave. Et il va lui présenter le premier livre que lui-même n'a pas dévoré. Parce que le libraire aussi a été un jeune lecteur. Et on n'oublie jamais le premier livre qui vous a dit « J'adore lire ». C'était quoi le vôtre? Alors moi, le premier roman, c'était un roman de Marie-Aude Muraille il y a très longtemps. Et ça s'appelle « Noël à tous les étages ». Génial. Oui. Et alors Marie-Aude Muraille qui continue de nous éblouir. De vous éblouir et de publier. Oui. Edith, la petite fille qui avait 100 ans, de Katharina Valks, c'est à l'école des loisirs. Exactement. Ça vient de sortir, ça. Ça vient de sortir, puis c'est un album pour les grands. Le premier à partir de 3 ans, mais celui-ci, 5-6 ans jusqu'à la fin de primaire. C'est un album qu'on pourrait qualifier de conte, puisqu'il est en chapitres, avec une jolie petite morale à la fin, puisque c'est l'histoire d'Edith. Edith, quand elle naît, ses parents sont fous d'elle, ils ont envie de lui donner un super cadeau. Un don de fée, pourquoi pas. Mais c'est dur à trouver les fées. Je sais pas, moi, de nos jours, c'est compliqué, oui. Et je trouve aussi. Mais la première va donner à Edith le don d'animer les choses. Très bien. Et puis une deuxième fée arrive, bientôt à la retraite, et elle se dit « je vais te donner le don de la jeunesse éternelle. » C'est pas mal en apparence, mais et si le vrai zeste de la vie, c'était de vivre une enfance, puis de grandir et de vieillir comme tout le monde? Jolie morale et surtout très beau dessin. Edith, la petite fille qui avait 100 ans, Katharina Valks, c'est à l'école des loisirs. Et votre troisième conseil en ce vendredi, de délicieux enfants de Flore Vesco, toujours à l'école des loisirs, collection M+, Medium+, donc on est quoi, chez les grands ados là? Oui, à partir de 13 ans. Alors, petit indice... Bon, c'est pas encore les grands ados, des ados. Oui, de délicieux enfants. C'est la réécriture d'un conte. De délicieux... Qu'on mange. Enfants. Vous l'avez? Ouais. Là, le petit pousset. Sauf que cette fois-ci, vous n'êtes pas dans un conte, mais dans un roman très bien écrit, très bien construit, avec, comment vous dire, c'est un roman choral. Donc vous allez avoir la vie des parents, de tous les enfants, du tout petit qui n'a pas réussi à grandir. On va parler de liberté, d'envie, de désir, et surtout un petit peu des assignations que nous avons quand on est jeune par rapport à notre genre, qu'en fait on a envie de s'émanciper.
Voilà. Super, roman hyper vivant, hein, très dialogué et très rythmé. Oui. Voilà, et avec un soupçon de mystère. Dans une forêt C'est ça. sombre et effrayante. Exactement. À dévorer. Oui, 2D. Délicieux enfants, attention, parce que enlevez un petit peu ce qu'il peut y avoir. Ouais. Célie, merci beaucoup pour ces conseils de lecture, comme toujours chaleureux et avisés. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission, Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec pour la préparation de l'émission, qui est en régie aujourd'hui, avec Héloïse Merlin au son et Romain Luc à la réalisation. Vous restez sur School TV, ou alors vous dévorez un bon bouquin et vous nous retrouvez nous sur les réseaux sociaux.